Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Profcast. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie, enseignante depuis plus de 20 ans et directrice d'une école maternelle en Seine-Saint-Denis depuis 10 ans. Avec elle, nous allons parler de ce que c'est que de diriger une école en temps de pandémie, les changements et conséquences qu'ont eu la pandémie sur son métier. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur Instagram et Facebook pour voir des posts en lien avec les épisodes. Bonne écoute, c'est parti! Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Ça va bien, super. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit dans l'introduction, on est là pour parler de ton métier de directrice et plus particulièrement de ce qui a changé en temps de pandémie. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu es devenue directrice ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir directrice ? Alors, j'enseignais en élémentaire depuis un petit moment, donc 10 ans, et j'étais directrice adjointe dans l'école où j'étais. Et j'ai fait un remplacement à un moment de plus d'1 mois, et ça m'a donné envie de passer l'entretien de direction. Voilà, donc j'ai passé l'entretien, et je l'ai eu, et j'ai postulé pour une école maternelle que j'ai eue. Voilà. Quand j'ai commencé, je n'étais pas déchargée, donc j'avais, je crois, 8 classes. Donc j'étais en classe et en même temps directrice. Ah oui, donc tu enseignais dans les classes et en plus tu faisais... Tout à fait. Et comment ça se passe justement le fait d'être déchargé ? Parce que je crois qu'en fonction du nombre de classes, d'écoles, c'est assez différent. Voilà, donc en fin de compte, nous en Seine-Saint-Denis, quand on est en REP+, parce que mon école est en REP+, à partir de 10 classes, on est complètement déchargé. À partir de 9, quand on est à 9 classes, par exemple, ce qui était mon cas cette année, on a un jour entier de classe, plus 2 demi-journées sur 3. Voilà. Et je veux pas mentir, hein, c'est infaisable. Ah bah oui, je me dis, parce que déjà que le métier de directeur, c'est un boulot monstre en soi. Si en plus t'as une classe, que tu dois préparer les cours, j'imagine que... Oui, non, c'est énormément, ça prend... c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement... on n'arrive pas à faire totalement son boulot de directrice et on fait pas non plus totalement bien son boulot d'enseignant quand on a cette journée et demie par semaine, quoi. Oui, donc t'es toujours un peu entre les deux. Exactement. Ah oui, d'accord. Et c'est la valse. C'est complet. Oui, c'est ça. Donc chaque année, en fait, tu ne sais pas... en fin d'année, suivant le nombre de classes qu'on aura l'année d'après, on peut avoir une fermeture ou pas, et perdre à ce moment-là sa décharge. Et c'est un peu le sujet avec la pandémie, ça a été encore pire. C'est-à-dire gérer tout ce qu'on a dû gérer avec le Covid, en ayant une classe, c'est carrément impossible. D'ailleurs, on va plus parler de ton rôle justement lors de la pandémie. Est-ce que tu peux juste expliquer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, quelles sont les tâches qui te différencient d'un enseignant ? Vraiment très concrètement, rapidement. Alors concrètement, on a déjà toute la partie administrative. Donc rentrer des élèves dans un logiciel, faire les inscriptions, les radiations, les certificats de scolarité. Et puis après, on est vraiment les interlocuteurs entre les enseignants et l'inspectrice de circonscription. Voilà. Après, on a tout le côté relation avec les parents. Voilà. Et puis après, toute la gestion de l'école qui va être de la sécurité, les locaux, tous les plans qu'on a à écrire, les PPMS, peut-être il faut spécifier ce que c'est. Oui, voilà. Donc si tu en parles. Les plans de mise en sécurité, donc qui sont donc ça va être des exercices incendie, des exercices de mise à l'abri, de confinement, intrusion. On va dire les risques majeurs. Donc tout ça, c'est la responsabilité du directeur. D'accord. Oui, donc ça fait vraiment beaucoup de boulot. Ah oui. Et sachant que ça, on en parlera peut-être après. Vous n'êtes pas les supérieurs hiérarchiques des enseignants. Non. Donc ça veut dire qu'il y a en plus une ambiguïté un peu dans le statut où je pense que ça dépend des écoles dans lesquelles tu tombes aussi et de l'équipe dans laquelle t'es.
Mais moi, je sais que parfois, je suis tombée dans des écoles où, quand le directeur ou la directrice prenait une décision, il y avait certains enseignants qui avaient beaucoup de mal parce que ils disaient bah non mais c'est pas mon supérieur, il a pas à me donner d'ordre. Donc je trouve qu'il y a aussi une ambiguïté qui pourrait être affinée quoi, un rôle qui pourrait être affiné. On en parlera peut-être après. Donc là ouais, j'aimerais beaucoup parler avec toi de ce qui s'est passé pendant la pandémie. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, là on enregistre l'épisode, on est en juin 2022. Donc il y a toujours le Covid, mais les protocoles ont été stoppés, on va dire. On n'a plus de masques. Il y a plein de choses qui se sont arrêtées, heureusement. Même si le Covid est toujours là et qu'on apprend à vivre avec, il y a plus de jauge, etc. Donc, tu as un petit peu de recul par rapport à toute cette période de 2 ans de confinement, déconfinement, reconfinement, protocole sanitaire, etc. J'ai plutôt une question large. Toi, comment ça s'est passé pour toi toute cette période? Qu'est-ce que t'en retiens et qu'est-ce qui a été difficile? Alors, pour parler du Covid, je pense que on a dû c'était gérer les choses toujours dans l'urgence. Voilà. Donc ça, c'est la caractéristique que je donnerais. Je trouve que moi, j'ai été avec une équipe qui a vraiment à chaque fois dans toutes les différentes étapes très bien réagi. C'est-à-dire que il y avait vraiment beaucoup de bonne volonté pour essayer d'assurer les continuités pédagogiques, de se mobiliser par rapport à rentrer en contact avec les familles, créer des choses pour les enfants de maternelle qui n'est pas évident. Ah oui, c'est très dur. Voilà. Donc là, moi, j'ai eu un super travail en équipe. Ils ont été vraiment super. On va dire au tout début de la pandémie, donc c'était il y a 3 ans, je crois, hein, c'est ça 2022. Ouais, il me semble. Non, 2 ans. 2 ans, ouais. Voilà. Quand il y a eu les fermetures, les ouvertures, les centres d'accueil, je dirais que je dis pas que c'était facile parce que en gros, on avait des directives qui arrivaient, au compte-gouttes un peu. Au compte-gouttes, puis surtout la veille ou 2 jours avant, où il fallait tout organiser en une journée. Ce qui nous représentait une journée harassante de travail. Mais finalement, les choses se mettaient assez vite en place. Il y avait pas mal de bonne volonté, voilà, que ce soit dans l'équipe, des enseignants, des ATSEM et tout ça. Pour moi, sur la gestion de la pandémie, le plus dur, ça a été cette année scolaire. Celle-là ? Oui. Ah, pourquoi ? Alors parce que on s'est retrouvés à gérer pour moi entre Noël et février. Oui, c'était dur cette période. Ça a été la plus dure période que j'ai vécue parce que ça a été de l'urgence tous les jours de la semaine. En gros, tous les jours de la semaine, avec une présence de ces difficultés, des consignes qui changeaient tous les jours, des papiers, des autorisations qu'il fallait donner tous les jours, où on n'avait même pas les autorisations qui arrivaient officielles. C'est-à-dire qu'on les fabriquait, puis après on avait des nouvelles, et puis après on avait d'autres choses. Et moi, je trouve que ce qui était très très dur, c'est que moi, en tant que directrice, je ne pouvais pas décrocher. C'est-à-dire que je ne décrochais pas ni le mercredi, où je n'ai pas école, moi, où je suis, ni le samedi, ni le dimanche. Ah oui, donc tu n'avais aucun jour off. Et en gros, je regardais dans une journée, et compris les week-ends et mercredis, je recevais à peu près 40 SMS par jour. Ah oui. Et alors des collègues, parce que dans ces cas-là, moi j'avais l'impression d'être, c'est un peu le rôle de la directrice, d'être un peu une maman pour mes enseignants, mes ATSEM, voire les familles de l'école. Je devais être médecin aussi. Ils me demandaient, mais là, j'ai le Covid et qu'est-ce que je dois faire et combien de jours on m'arrête. Et là, j'ai un enfant, la maman m'a appelé dans ma classe, il y a le Covid et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on donne comme papier. Donc, j'avais des messages, mais continuels, avec des gros problèmes d'organisation, puisque quand, mettons, le dimanche, j'avais reçu 40 SMS, il me manquait 4 ATSEM, 3 enseignants, qu'il fallait quand même
accueillir les enfants, mais pas ceux dont les enseignants étaient malades, sortir des autorisations qu'on photocopiait, on va dire, en catastrophe le matin à 8h avant que les enfants arrivent. Et c'était tous les jours. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à prendre du recul. Voilà. Alors qu'avant, par exemple, quand on avait fermé l'école, il y avait 2 jours d'organisation très compliqués. Mais une fois qu'on avait fermé, bon, c'était... Oui, tu fermes l'école, tu fermes l'école. Voilà, quoi. tu fermes Oui. l'école. Ou quand on était centre d'accueil, bon, on gérait les enfants des soignants qui arrivaient, mais on avait des journées très tranquilles. Là, c'était affreux parce que le matin, on disait aux parents, vous pouvez pas mettre votre enfant. Donc, on avait des parents qui étaient mis en difficulté, qui disaient, oui, mais je travaille, moi, je vais me faire mettre dehors. Je disais, mais nous, on peut pas. Voilà. Et donc, il fallait être tout le temps là, au taquet, donner des papiers, expliquer, répondre aux messages. Et c'était vraiment, pour moi, le pire de ce qu'on pouvait faire. Avec des choses qui ont quand même changé énormément. On n'accueillait pas, et puis après on accueillait. Oui, c'est vrai que le protocole, mais moi, je me souviens aussi de cette période-là, décembre-février, c'était horrible parce qu'on avait vraiment des directives différentes toutes les semaines, quoi. Toutes les semaines. Et c'est vrai que quand tu parlais au tout début de la pandémie, quand il y a eu, déjà il y a eu le confinement de 2 mois, et je me souviens que au début la continuité pédagogique, moi j'étais en REP+ à ce moment-là, en élémentaire. Donc c'est vrai que comme j'étais en CE2, il y a quand même plus de cadres. Enfin voilà, il y a plus de ressources, donc j'arrivais à créer le lien avec les familles, à envoyer du travail, etc. Mais tout était nouveau, et comme on était tous à la maison, on a dû céder, etc. Mais c'est vrai que à partir du moment où les écoles ont réouvert, j'ai trouvé ça super difficile avec tout ce qui s'est passé, les jauges, après on accepte tout le monde une semaine avant les vacances, ça c'était en 2021. Ensuite, il y a eu toute l'année scolaire là avec les masques, pas les masques, les tests, pas les tests, les autotests, enfin voilà. Et c'est vrai que là, je me souviens même en tant qu'enseignante que la période décembre-février, déjà il y a eu une remontée de cas Covid, donc il y avait plein d'enfants malades. Nous on a tous chopé le Covid aussi. Et puis il y avait plein de parents. Moi, ce qui m'a vraiment choquée en tant qu'enseignante, c'était le matin quand on me demandait de vérifier les attestations sur l'honneur des parents. Et parce que vous deviez aussi, enfin vous avez eu cette obligation-là Tout à fait. de vérifier que les parents, parce qu'on pouvait pas, à chaque fois on pouvait pas avoir des tests positifs, négatifs tout le temps. Et moi, j'ai dû dire à des parents, non, votre enfant rentre pas, vous avez pas fait de test, quoi. Et je trouve ça horrible parce que c'est pas du tout le rôle d'une école de dire toi oui, toi non, toi oui. Enfin, je sais pas toi comment tu l'as vécu. Alors nous, on faisait ça, mais c'est vrai qu'à un moment, alors moi je vais être très honnête, on lâchait aussi. C'est vrai que c'était très compliqué et les choses étaient difficiles à expliquer aux parents. C'est-à-dire que à chaque fois, il fallait expliquer. Alors, vous serez, votre enfant vient pas pendant combien de tel jour, mais si vous faites un test et si vous faites les autotests. Et moi, j'avais des trucs très drôles où les parents venaient avec les autotests dans les poches pour nous montrer, regardez, c'est négatif, ou regardez, c'est positif. Donc, ils se promenaient avec les autotests. Après, il nous manquait les autorisations pour leur donner, pour qu'ils retirent les tests. Il fallait les autorisations des employeurs, pour les employeurs aussi des parents. Et c'était une paperasse qui était énorme. Et on était le centre pour avoir toutes les questions. C'est-à-dire que on venait nous voir. Moi, je me souviens de familles qui arrivaient. Alors, ma mère, elle a le Covid, mais je l'ai pas vu le week-end. Avec des questions, mais je me disais, qu'est-ce que je peux répondre? Mais je travaille pas à l'ARS, je travaille pas. Je suis directrice d'école. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très dur. Voilà. Avec une inquiétude aussi, avec des gens qui étaient pas bien, et un taux d'absence qui était impressionnant. Et puis évidemment, on n'a pas beaucoup de remplaçants, mais il n'y avait pas de remplaçants. Non, mais on n'en a toujours pas. Voilà, on n'en a toujours pas. Et à cette époque, c'était phénoménal parce que il y avait tout ce qui était lié au Covid, et puis malgré tout, il y avait encore des absences pour maladie. Oui, bien sûr, autre, classique, bien quoi. sûr. Et c'est vrai que
moi, avec du recul, vraiment, c'est cette période que j'ai trouvé le plus dur. Vraiment le plus dur. Et est-ce que là, depuis que ça s'est un peu apaisé avec le printemps, enfin les restrictions qui se sont adoucies petit à petit, est-ce que ça va mieux ou est-ce que est-ce que tu fais toujours des tâches qui n'étaient pas normalement dans ton métier et qui sont restées? Non. Les choses sont quand même beaucoup plus faciles. Voilà, on se pose beaucoup moins de questions. Après, on a le truc qu'on a réalisé à l'école, c'est que pour gérer toute cette situation, on était obligé d'envoyer des mails pour essayer de prévenir les parents à l'avance. Donc, il y a pas mal d'enseignants qui ont utilisé les portables, voilà, parce que portable personnel, hein, donc voilà. Donc, il y a un truc de communication qui s'est installé qui est plutôt positif, mais là, on en ressent les effets négatifs. C'est-à-dire que durant cette période, si par exemple un enseignant est absent, on se fait maintenant un peu disputer par les parents en disant « Ah, vous n'avez pas envoyé de mail, vous n'avez pas prévenu, vous n'avez pas envoyé de SMS. » Oui, ça, alors qu'ils ne sont pas censés prévenir par message les parents. On prévient notre hiérarchie, mais... Tout à fait. Et avant, voilà, quand quelqu'un était absent, on mettait une affiche à l'entrée, les parents arrivaient avec leurs enfants, ceux qui travaillaient pas, on leur demandait est-ce que vous pouvez les garder parce qu'il n'y a pas de remplaçant, et puis ceux qui travaillaient, on les répartissait dans des classes. Maintenant, ils arrivent tous, et si ils n'ont pas eu de message parce que l'enseignant n'était pas là, ils râlent, ils disent mais comme j'ai pas été prévenu, on dit mais c'est pas le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes qui ont été prises avec le confinement, le Covid qui perdurent. Ouais, mais c'est vrai que j'ai ressenti ça aussi et notamment les groupes WhatsApp avec les parents, c'est devenu j'ai l'impression que c'est peut-être pas comme ça dans toutes les écoles, mais qu'il y a eu un peu que certains parents, pas tous, mais que certains parents abusent et qu'ils ont l'impression qu'on est à leur disposition pour leur enfant. Sauf que nous, on travaille de telle heure à telle heure. On peut répondre aux mails à la rigueur ou aux messages après, mais après c'est terminé. Enfin, on n'est pas censé les prévenir de tout, voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses. Tu parlais d'absentéisme tout à l'heure. Moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'enfants qui, avec le Covid, le confinement, qui ratent des jours d'école, même maintenant aujourd'hui, sans forcément être malade, pour telle ou telle raison. Et j'ai l'impression que l'absentéisme, ça aussi, ça a été un peu, on prend plus ça à la légère. Enfin, je sais pas, toi, dans ton école. Oui, moi je trouve aussi. Voilà. C'est effectivement, il y a alors c'est pas une majorité dans l'école, parce qu'ils viennent quand même assez souvent, mais malgré tout, on a des enfants qui sont régulièrement absents par demi-journée, qui viennent pas le matin et qui viennent l'après-midi. Voilà. Après, voilà, en réfléchissant, on a toujours eu un peu ça, nous, dans l'école. Voilà, il y en a peut-être un tout petit peu plus, mais ça n'a pas été flagrant. Moi, c'est vraiment la communication qui a changé. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes qui sont bien, d'avoir les adresses mail, d'envoyer des choses par mail, c'est une très bonne chose. Mais tout ce qui est la dérive de téléphone, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une obligation. Moi, j'ai senti même une pression en disant comment vous répondez pas 24 heures sur 24 à votre téléphone? Non. Ouais, non. Mais c'est le problème de communiquer avec son numéro personnel. Je pense que forcément, même je pense dans les entreprises, c'est pareil. Du coup, tu te rends disponible tout le temps. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que là, j'ai vu qu'il y avait une plateforme qui s'appelle Classly. Et c'est une plateforme pour les enseignants, pour les parents, etc. Et en fait, c'est une plateforme où les parents peuvent communiquer avec les enseignants et vice-versa. Les enseignants peuvent partager des photos, les parents, etc., des messages. Et pour les parents aussi qui ne parlent pas bien français, les messages sont traduits automatiquement dans la langue. Donc ça, c'est super bien. Et je me dis que ce genre d'application ou de site comme le NT, par exemple, ça permet de cadrer un peu les choses. Parce que c'est vrai que avec WhatsApp ou les groupes parents, ça peut vite partir. Parce qu'il y aura toujours un ou deux parents qui vont se dire, bon, je vais lui poser la question, est-ce que je ramène le goûter de ma fille le dimanche soir? Enfin, voilà.
Et qu'est-ce que tu penses, toi, est-ce que du coup, dans votre école, vous essayez de cadrer un peu plus ça ou... Oui, alors cette année, c'est très difficile de revenir sur ce moyen, mais je sais que on en a parlé avec l'équipe, justement, de clarifier les choses. Donc moi, déjà, je vais lourdement insister auprès de mes enseignants pour dire faut arrêter d'utiliser le portable personnel, parce que c'est quand même un risque. Voilà. Là, j'ai une anecdote. Hein, il y a un souci avec une élève. Hier soir, à 23h, un enseignant me dit « Ah là là, j'ai reçu un SMS d'une maman, il y a un problème. » Voilà, donc à 23h, je l'appelle pour lui dire « Non, tu ne réponds pas. Tu dis, on réglerait ça lundi matin, dès l'ouverture. » Voilà, et ça, c'est vraiment le côté où ça empiète sur un vendredi soir à 23h, quoi. Voilà. Et puis sur la vie privée, puis sur le fait ce sont des métiers quand même qui sont fatigants, où on est investi. Donc si on se préserve pas et qu'on répond le week-end 23h et tout, ça peut être aussi compliqué pour notre vie personnelle, notre état santé mentale, etc. quoi. Donc, mais c'est vrai que oui, c'est vrai que je pense que il faut cadrer. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parlais de ton équipe et du fait que enfin, en tout cas, quand on parle, vous avez l'air d'être une équipe soudée et qui communique beaucoup. Et pour avoir fait beaucoup d'écoles, parce que moi, je bouge d'école en école tous les jours, c'est pas si commun, je trouve, d'avoir une équipe où la communication est fluide, où on arrive à régler les problèmes rapidement, où on arrive à prendre des décisions collectives, etc. Et je pense que effectivement, pour qu'une école fonctionne, ça aide en fait d'avoir un cadre commun. Et souvent, moi, j'ai plus connu d'écoles où chacun faisait un peu comme il voulait au niveau de la communication et tout. Mais à un moment, il y a des dérives, et quand il y a des dérives, on sait pas quoi faire. Parce qu'il y en a une qui fait comme ça, l'autre qui fait comme ça, l'autre qui fait comme ça. Et je trouve ça plus difficile à gérer qu'une école où voilà, tu... Alors ça, ça fait partie vraiment du boulot de directrice. C'est moi, ça fait un moment que je suis dans cette école. Mon équipe a un peu tourné, et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai un bon noyau d'une équipe très stable qui est sur l'école. Voilà, donc il y a vraiment un travail d'équipe qui est très important. Et c'est vrai que ça, c'est un plus. Voilà, c'est un plus. En même temps, des fois, je dis en rigolant, j'ai cette équipe, j'ai l'impression d'avoir, j'ai 11 enseignants, j'ai l'impression d'avoir 11 enfants. Donc, c'est vraiment une partie, alors moi, que je trouve très intéressante, mais qui peut être aussi prenante. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'énergie, d'être quand même relativement disponible, parce que, voilà, on parle de l'école, mais on est aussi un peu leur psy, leur maman. C'est un rôle qui est intéressant, mais ça prend beaucoup de temps, quoi. Et c'est vrai que moi, des fois, je rigole en disant, voilà, je n'ai plus besoin d'avoir d'enfants parce que j'en ai déjà 11 instits enfants, plus mes 8 ATSEM que je materne aussi. Donc c'est vrai que ça fait une grande famille. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui se met en place, qui met du temps. Moi, quand j'ai passé mon entretien de direction, on me disait, quand tu vas prendre ton poste de direction, tu vas mettre à peu près 3 ans à faire une école à ton image. Voilà, 3-4 ans. Alors des fois, ça peut être... Moi, ça a été dur au début. Hein. Je me suis bien pris la tête avec certains enseignants. Ça n'a pas toujours été facile. À cause de quoi? À cause de cette posture, justement? Oui, de cette posture et puis de résistance, en disant, non, moi, tu vas pas me dire, on fait comme ça. Donc, c'est un travail c'est vraiment un travail qui est à faire en douceur. C'est-à-dire que, effectivement, t'es pas leur supérieur. Moi, je trouve ça quand même pas plus mal non plus. Mais il y a tout un travail de management, en gros, hein, qui est d'arriver à faire les choses dans la collaboration, en disant que c'est l'intérêt de tout le monde, que c'est pas toi qui impose, et que l'intérêt, c'est que si on arrive à travailler ensemble en équipe, ça sera bénéfique pour tout le monde. Voilà. Mais on peut tomber sur des gens qui sont résistants ou des gens qui vont dire
remettre en question ce que tu fais. C'est toute une reconnaissance que tu dois avoir, non seulement auprès des enseignants, de ton équipe d'ATSEM et des parents. Voilà. Et une fois que tu arrives à te faire une bonne réputation, c'est vrai que voilà, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus faciles. Et est-ce qu'il y a une formation quand tu deviens directrice? Non. Alors, on a une formation avant de prendre le poste. On a un petit temps de formation avant de prendre le poste et un temps de formation une fois qu'on est en poste. Voilà. En fin de compte, on va voir des choses techniques en disant, il faut faire ci, tout ce qui est un peu administratif, on va être un petit peu guidé. Oui, après, sur la gestion de l'école, c'est toi qui, avec l'expérience. En gros, quand tu commences, ce que tu fais, c'est que il faut que tu trouves des amis qui sont sympas et qui sont directeurs aussi, pour un peu évacuer tout ça. Parce que, un peu par ce statut que, quelque part, t'es un peu leur maman, t'as pas le droit de craquer, quoi. Voilà. Donc tu dois quand même toujours être au taquet au début. Et quelque part, tu as pas cet espace de parole et tu vas vivre des choses que tu peux pas forcément partager avec les enseignants parce que t'as quand même des choses qui voient pas forcément, quoi, disons. Et donc, tu t'entoures de gens que tu connais. Donc, moi, ça a été le cas au début. J'avais l'ancien directeur où j'étais, que je venais voir. D'ailleurs, des fois, je me souviens, la première année, j'arrivais perpétuellement dans son bureau en larmes et j'étais là. Mais pourquoi j'ai fait directrice? Voilà. Donc, tu as des moments de grande... tu peux avoir des moments de grande solitude dans ce métier. Et c'est vrai que tu vas t'entourer donc de gens que tu connais et qui sont directeurs, c'est vraiment... Et puis, tu as vraiment un point de vue de ce que eux ont à gérer aussi. Par exemple, quand il y a un conflit dans une équipe, c'est eux qui ont du recul pour te dire, moi, je ferai comme ça. Oui, tu as fait ça, c'est bien. C'est vraiment quelque chose qui est important. Après, suivant les inspectrices, ou inspecteurs, moi, j'ai eu que des inspectrices. Il y en a qui sont super à l'écoute et qui sont vraiment très présents. Puis il y en a qui sont un petit peu plus distants. Justement, ça allait être ma prochaine question. Quel est le lien? Parce que nous, en tant qu'enseignants, on sait que notre supérieur hiérarchique, c'est l'inspecteur ou l'inspectrice. Mais pour être honnête, on les voit peu, à part quand ils viennent nous inspecter, mais c'est une fois tous les... Je ne sais même pas. Une fois tous les 5, 6, 6 ans. Toi, du coup, quel est ton lien avec l'inspectrice? Est-ce que tu dois lui rapporter des choses? Enfin, tu vois, comment ça se passe? Alors, d'un point de vue administratif, effectivement, on a un certain nombre de documents à lui renvoyer, qui sont obligatoires. Après, dans les relations, moi, j'ai une relation de confiance avec c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et qui est très présente. Et je sais que dans des situations un petit peu compliquées à gérer, je vais très vite lui téléphoner. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai confiance en elle, parce que très vite, elle va m'appeler pour gérer la situation, prendre du recul, que je puisse expliquer ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez. Donc elle va m'aider par ses paroles, par ses actes. Elle peut se déplacer si vraiment ça devient compliqué pour gérer un certain nombre de choses. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment important. Voilà. C'est vraiment des gens qui sont importants. Après, moi, je sais que je m'appuie aussi beaucoup sur une psychologue scolaire qui est à mi-temps sur l'école, avec qui je me tourne assez facilement quand j'ai des choses un peu difficiles à gérer. Et puis les autres années, cette année c'est pas le cas. Moi j'ai un groupe scolaire où il y a ma maternelle et une élémentaire juste à côté, et j'avais la directrice d'élémentaire avec qui je m'entendais très très bien. Et là on avait vraiment, on travaillait vraiment ensemble. C'est-à-dire que dès qu'on avait la moindre petite situation où il fallait qu'on réfléchisse, on se voyait, et tous les soirs, en plus je l'emmenais en voiture le matin et le soir, donc tous les matins et les soirs on faisait nos petits débriefs. Petit débrief. Voilà. Et ça c'était vraiment un plus. Cette année, une nouvelle directrice avec qui je m'entends pas très bien, donc c'est plus compliqué. Mais je dirais que globalement,
on peut avoir très vite ce sentiment de solitude. Voilà, de solitude, de se retrouver seul à la gestion de beaucoup de choses. D'où l'importance de travailler en équipe et d'avoir une équipe avec qui t'as confiance. Mais c'est intéressant parce que moi, j'ai beaucoup entendu, même tu sais dans les programmes, tout ça, travailler en équipe, ça fait partie des compétences. Mais alors c'est très beau sur le papier, mais dans la vraie vie, enfin sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile de vraiment collaborer et de travailler ensemble. Même nous en tant qu'enseignants, le travail entre les classes, de cycle, de continuité, je l'ai très peu vu quoi dans les écoles et je trouve ça je trouve ça beaucoup plus compliqué que juste le dire. Voilà, faut travailler en équipe, c'est très beau sur le papier. Mais c'est vrai que ça peut être puis le métier d'enseignant aussi, c'est un métier où tu peux te retrouver toute seule dans ta classe à gérer des élèves difficiles. Et si tu peux pas compter sur la directrice, sur tes collègues, comme tu dis, ça te renferme un peu dans ta solitude et dans tes problèmes. Et je pense que toi, effectivement, si tu t'entends pas avec les autres directeurs, etc., ça peut être vite pesant, quoi. Mais j'ai souvent entendu, même mes directrices des écoles dans lesquelles j'étais, qui faisaient des réunions entre directeurs du même quartier, enfin de la même circonscription. Et ça a aidé vachement pour parler de tout ça, des problèmes qu'ils avaient, etc., quoi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un vrai challenge de travailler en équipe parce qu'il faut faire avec les personnalités de chacun et surtout toi qui dois prendre des décisions à la fin, voilà. Tu dois aussi certainement composer avec les envies de chacun parce qu'on a quand même en tant qu'enseignant une liberté pédagogique, donc on peut enseigner d'une certaine manière. Et je suppose que parfois ça concorde pas avec tout le monde. Donc comment tu fais dans ces cas-là C'est vraiment essayer de montrer que c'est l'intérêt de tout le monde de travailler ensemble. Par exemple, moi, dans mon école, j'ai un point auquel je tiens énormément. C'est effectivement, tu as parlé de la gestion des enfants difficiles. Voilà. Donc, on a beaucoup de dossiers MDPH. On a des enfants qui sont pas toujours faciles. Voilà. Et moi, j'ai vraiment imposé, c'est un peu exagéré, mais c'est vraiment hyper important que tous ces enfants, on discute en équipe. C'est-à-dire que, on va dire, l'enseignant qui a l'enfant un tel, qui est très perturbateur, elle le gère pas seule. C'est-à-dire, elle est pas seule, elle est avec une équipe autour. Mais en fait, c'est pas l'élève de cet enseignant, c'est l'élève de l'école. C'est l'élève de l'école. Et ça, ça amène à avoir les avantages de travailler ensemble. Voilà. Après, sur les contenus pédagogiques, effectivement, c'est toujours très compliqué parce qu'il y en a qui ont des idées un peu arrêtées, donc effectivement, ils veulent continuer à travailler comme ça. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à avoir des petits moments où il y a des choses en commun. Voilà. Et c'est vrai que nous, par exemple, on fait ça quand on remet les livrets. Par exemple, ils décident de faire des choses en commun. On essaye en début d'année de faire, par exemple, des petites programmations qui vont être en commun sur les petits, en commun sur les moyens. On fait des petits projets. Effectivement, après, chacun aménage sa classe. Mais c'est vrai que ça, effectivement, faut les emmener à faire ça. Et ce qui bloque surtout, ça, je crois que ça doit être partout pareil, c'est le manque de temps. C'est-à-dire que c'est vraiment le manque de temps pour arriver à faire quelque chose qui vraiment tienne la route. C'est-à-dire que on a des temps de réunion, donc on a beaucoup d'heures de réunion, mais dans ces heures, on va avoir tous les côtés administratifs à faire aussi, les machins. Et puis, c'est là où il faut vraiment essayer de garder du temps sur la gestion de tout ça et d'essayer de trouver des projets en commun. Je voulais juste te poser, pour revenir un peu en arrière sur la pandémie et ta gestion de tout ça, on a beaucoup parlé du coup du retard que les enfants ont accumulé à cause des différents confinements, du manque d'écoles, même si les écoles ont ouvert tôt, il y a eu quand même beaucoup de jauges, il y a eu quand même beaucoup d'absents, etc. Est-ce que toi, là, avec les 2 ans, tu as remarqué justement, parce que toi, tu as des maternelles, est-ce que tu as remarqué ce retard-là ? Il y en a eu un peu,
Voilà, il y a eu effectivement des promos qui ont été un petit peu malmenées, voilà, où c'était plus dur. Après, j'ai pas trouvé ça si flagrant. Non, parce que nous, dans notre école, on a quand même beaucoup d'enfants qui sont pas forcément, qui sont non francophones. Donc, on va dire qu'on des problèmes, des barrières du langage. Oui, la barrière de la langue, il l'avait avant. Il l'avait avant. Et pareil, pendant la pandémie, on parlait de l'inspectrice tout à l'heure. Quel a été, parce que nous, on les voit peu, les inspecteurs, donc pareil, on sait pas trop ce qu'ils font toute la journée. Quel a été son rôle par rapport à toi? Enfin, est-ce qu'elle t'a aidé? Qu'est-ce qu'elle faisait, elle, pendant la pandémie? Parce que tu disais que tu avais beaucoup de choses à faire administratives en plus de ce que tu dois faire habituellement. Comment ça s'est passé, justement, la communication avec elle, et quel était son rôle à elle par rapport à toi? Alors, je crois que elle avait un peu la même place que les directeurs. C'est-à-dire qu'elle, elle redescendait les consignes du ministère, enfin, voilà, du rectorat. Du ministère, du rectorat et eux. Et je pense qu'ils étaient aussi débordés que nous. C'est-à-dire que quand on appelait pour des choses, elle dit, je sais pas. Voilà. Donc, il y avait vraiment, on va dire quand même une entraide, mais c'est vrai que ils étaient aussi démunis que nous. C'est-à-dire que c'était, on fait aussi à la va-vite, avec des consignes et des choses. On disait donner ce papier qu'on n'a pas. Je pense qu'ils étaient vraiment dans la même situation, quoi. Après, on avait effectivement quelques réunions de directeurs, mais en visio. Voilà. Donc, elle a organisé comme ça des moments de réunion en visio pour essayer de faire un peu le point. C'était pas évident parce qu'elle avait aussi la critique des directeurs en disant oui, nous on s'en sort pas, voilà, on comprend pas. Ouais. Mais elle-même disait la nôtre, elle disait moi non plus, je m'en sors pas, quoi. Et puis je pense que cette période, elle a mis quand même en avant le fait de ce qu'on avait à gérer en tant que directeur. Voilà, tous ces côtés humains, administratifs, avec l'humain qui prend beaucoup de place. Moi, en tant que directrice, j'ai besoin de parler. Je pense que tu as dû en avoir connaissance du suicide dont on a parlé d'une directrice à Pantin qui est quand même. J'étais enseignante à côté à ce moment-là. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué moi spécialement, hein, mais je pense beaucoup de directeurs sur cette détresse qu'elle a ressortie dans sa lettre sur la solitude, la multiplicité des tâches qui peuvent être très pesantes, le fait de pas avoir d'espace comme ça, de formation, et de groupes de parole qui sont. Et c'est vrai que durant la pandémie, oui, il y avait des moments qui étaient vraiment très durs, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des moments où je n'en pouvais plus. Et moi, je me permets devant mon équipe de craquer. Je l'ai déjà fait. Hein. Un jour, je suis arrivée, j'ai dit, moi, ça va pas. J'ai pleuré. Alors, ça les met dans tous leurs états. Hein. Mais ça a été quelque chose de difficile. Et je trouve qu'il y a pas de reconnaissance par rapport à ça. Ils nous ont mis en place après ça, et je pense la pandémie, des groupes de parole, voilà, qui se passent quand même le mercredi, hein, en visio. Super. J'y suis pas allée. Voilà. Ce que je trouve assez ridicule parce que déjà le mercredi tu as envie de décrocher, en plus tu vas te faire une visio de 3 heures le matin. Voilà, c'est ce qu'on a eu. C'est très superficiel. C'est très superficiel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ce côté d'être un peu seul. Et si on se retrouve par exemple dans une école où on n'a pas une équipe qui tourne à peu près, sur qui on peut compter, on connaît pas trop des directeurs, je ne sais pas comment on peut faire, je ne sais pas comment on peut tenir. Et moi je le dis honnêtement, hein, j'aime beaucoup ce que je fais encore. Je pense que je commence un peu à saturer, mais ça va encore. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais si quelqu'un me dit enseignant, je vais devenir directrice, je dis oh là là, fais pas ça. Ah oui, d'accord. Voilà, tu le déconseillerais quand même. Oui. Oui.
Et qu'est-ce qui t'a aidé à tenir justement pendant cette période? Alors moi de lâcher. Alors moi j'ai besoin de lâcher. Voilà. Donc quand tu dis de lâcher, c'est d'avoir des moments de pause ou voilà. lâcher auprès des collègues? De lâcher après auprès d'amis, auprès de collègues, d'essayer de trouver du soutien, d'essayer de me mettre des barrières pour prendre un peu des distances. Voilà. Qui n'est pas si facile à faire. Hein. Qui n'est pas facile. Voilà. Moi, par exemple, quand je t'expliquais l'histoire des 40 SMS, c'est vrai que dans les 40, il y avait des fois des choses qui n'étaient pas super importantes. Donc un jour, je suis arrivée, je dis bon, alors là, c'est simple. Le groupe, on va s'en tenir au minimum. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème, tout le monde ne répond pas. Et puis, on arrête de s'envoyer 15 messages pour les cas Covid le dimanche soir. J'ai dit, c'est plus possible. Après, je dis pas que de temps en temps, c'est ton corps qui lâche. Quoi. Oui, bien sûr. Physiquement, physiquement, c'est prenant. Donc, voilà. Si j'étais un peu malade, je me disais, bon, alors là, je m'arrête. Quoi. Voilà. Et ça, et c'est intéressant. Excuse-moi, je rebondis juste sur ça parce que dans l'épisode précédent sur le burn-out, on parle aussi de ça, des limites de son corps. Et du fait enfin, je sais que moi, en tant que jeune enseignante, les fois où je me suis arrêtée, je culpabilisais. Parce qu'il y a plus de remplaçants en plus. Oui. Donc avant, comme on le disait dans l'épisode précédent, quand on était arrêté 1, 2, 3, jour ou une semaine, on avait des remplaçants à la journée, pour la semaine. Oui. Là, on n'en a plus. Donc, toi, est-ce que avec l'expérience que tu as aujourd'hui, quand tu t'arrêtes, est-ce que tu ressens toujours cette culpabilité ou c'est bon? Toujours un peu. Voilà. Et surtout que, en gros, en plus, en tant qu'enseignant, je veux dire, quand tu t'arrêtes, tu te dis, bon, mes enfants, les élèves, je dis mes enfants, les élèves vont être répartis, il n'y aura pas de remplaçants, c'est embêtant. Finalement, souvent, tu t'y penses le premier jour et puis tu te dis, oui, mais en même temps, je suis malade. Moi, en tant que directrice, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre ma place, qui va devoir quand même gérer des choses. Et donc, tu peux pas complètement déconnecter. Tu peux pas, par exemple, ne pas lire tes mails. C'est pas possible. Oui. Parce que si tu as une semaine d'absence, on n'imagine même pas le nombre de mails d'école que je reçois. C'est-à-dire que j'en suis à 100 ou 150. Hein. Voilà. Donc, tu es obligé quand même d'être là. Tu sais que la personne qui va te remplacer, elle a, sa classe tous les jours. Voilà. Donc, elle va gérer aussi des trucs. Oui, parce qu'en fait, pour rappel, quand une directrice ou un directeur est absent, c'est l'enseignant souvent le plus ancien dans l'école, c'est ça? Alors non, c'est théoriquement tu désignes en accord, voilà, un directeur remplaçant. Voilà, c'est-à-dire que mais du coup, c'est un enseignant qui est dans l'école qui va prendre ta place. Exactement, qui va pouvoir notamment faire des choses officielles comme signer des certificats de scolarité, c'est déclaré, donc il prend ta place. Et tu sais qu'il va gérer ça tout en ayant sa classe, mais lui à plein temps. Voilà. Donc, c'est jamais très facile. Et effectivement, tu as tendance quand même à toujours avoir un nez dans l'école. Et puis c'est toujours comme ça. Hein. Quand t'es pas là, il arrive le gros problème. Toujours. Alors, moi, j'ai des enseignants qui sont plutôt sympas, qui en plus se mettent à 2 ou 3 pour gérer un peu les choses. Ils s'organisent quand même assez bien. Mais de temps en temps, voilà, il y a le gros problème qui arrive pile quand tu es arrêté et qu'il va falloir que tu gères. Donc, c'est vrai que c'est quand même compliqué de vraiment déconnecter. Tout à l'heure, tu m'as dit, pour le moment, j'aime toujours ce que je fais. Mm-hmm. Et du coup, j'ai une question qui m'est venue en tête. Qu'est-ce que tu ferais d'autre si à un moment, t'en as marre? La retraite. J'y suis loin. Si tu devais changer soit de métier, soit de... en fin de compte, j'espère pouvoir partir à la pré-retraite un peu plus tôt, quitte à pas recevoir beaucoup de retraite et essayer de trouver des occupations, peut-être avec un petit peu de rémunération, à côté. Et moi, j'aimerais, finir sur en gros, dans 3-4 ans, arrêter la direction. Parce que je ne sais, je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Voilà. J'ai essayé un moment de me lancer donc dans le champ du handicap. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, je voulais éventuellement
Donc là, il faudra peut-être expliquer être RZ ou casé. Oui, parce que moi, je ne connais pas non plus. Alors, une casée, c'est une conseillère à la scolarisation. Elle va théoriquement, sous la demande d'enseignants, venir voir des enfants qu'on va lui signaler, qui ont un profil un peu particulier, voir si ça relèverait du champ du handicap ou pas, et comment on peut aider l'enseignant à adapter la scolarité de cet enfant. Bon. Et puis après, l'RZ, c'est la personne qui est rattachée à une inspection et qui va un peu gérer tous les dossiers MDPH qu'il y a dans la circonscription. D'accord. La MDPH, c'est la maison départementale du handicap. Voilà, pour tous les enfants qui ont différents, qui peuvent aller après la maternelle en unis-école, justement. On a fait un épisode là-dessus. Voilà. Et qui vont avoir un dossier MDPH avec une AVS dans l'école, qui peut être sur l'école. Donc ça, c'est des demandes qui sont faites durant souvent la maternelle, où on est dans la détection, justement, du handicap. C'est quelque chose qui m'intéressait. Voilà. C'est devenu, il se trouve par un concours de circonstances, j'étais prêt à lâcher la direction pour devenir, donc moi c'était casé, parce que ça m'intéressait d'avoir encore un pied dans les classes. Dans l'école, ouais. Voilà, parce qu'on faisait un lien, la casée, elle va faire un lien avec les enfants, les enseignants et les familles aussi. Et puis je l'ai pas eu à quelques points, quelqu'un m'est passé devant. Et puis finalement, je reste directrice. Et là, je pense que j'ai plus envie de changer. Et puis, je trouve que, voilà, un défaut de l'éducation, c'est qu'on n'a pas trop d'alternatives. C'est pas terrible. Voilà, je pense que tu as dû en parler sur ton podcast sur le burn-out, parce que c'est ça le souci, c'est que quand on sature, on n'a pas trop de solutions. C'est vrai qu'en tout cas, on a parlé du fait que on savait pas trop vers qui se tourner déjà, voilà. Et que effectivement après, pour tout ce qui est réorientation ou reconversion, le problème aussi, je pense, c'est qu'on nous parle pas des possibilités. Oui. C'est que je pense qu'il y a une volonté aussi de nous garder là au poste, parce que c'est très pratique pour eux, vu qu'en plus il y a une grande pénurie là. Donc je pense qu'on nous parle pas aussi des possibilités qu'on pourrait avoir dans l'éducation, mais aussi hors éducation, hors éducation nationale en tout cas, parce que je pense qu'il y en a des possibilités, mais il faut aller les chercher. Et je comprends qu'au bout d'un moment, t'as pas forcément envie de... Voilà, surtout quand ça fait longtemps que t'es dans une école, que là, ça roule, etc. Donc, je comprends. Dernière question, c'est qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que mes années se passent, que je garde une équipe soudée, voilà, que j'arrive encore à trouver de l'intérêt dans ce que je fais. Ça, c'est vraiment très important. Et que j'aimerais continuer à rester investie sur ce que je fais. Et c'est pas tous les jours facile. Et c'est pas tous les jours facile, voilà. Mais j'aimerais garder cet intérêt pour ce que je fais. Super. Merci beaucoup Nathalie. De rien. C'était super intéressant de parler de tout ça avec toi, et puis moi j'ai appris des choses aussi un peu sur le métier de direction, parce que même en tant qu'enseignante, quand on est en interne, on pense pas forcément à tout ce que font les directeurs, les directrices. Donc merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté Profcast, et à bientôt.